Bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour la conférence proposée par Solutions BI. Nous sommes aujourd'hui 11 novembre et je suis avec Paul Erandonea de l'Accordé, directeur e-commerce et marketing. Bonjour Paul. Salut Christophe. Donc pour cette session, merci de faire l'honneur de ta présence en tout cas aujourd'hui. Pour cette session, c'est très simple. On a voulu penser différemment des autres conférences habituelles et on a pensé en fait se dire les vraies affaires, c'est-à-dire une sorte de liste, de récap, j'ai envie de dire, des choses, des exemples en tout cas qu'on rencontre le plus souvent dans les transformations analytiques des organisations. Donc, on n'est pas moralisateur, on ne veut pas avoir un certain rôle de messie ou une nouvelle église ou de l'analytique ou autre, mais on a voulu vraiment se poser les vraies questions et puis poser les vrais exemples et essayer aussi d'aller dans une analyse en fonction de nos expériences communes respectives. Avec Paul, on a eu la chance de travailler ensemble sur divers projets dans le passé. Paul, peux-tu nous dire un peu plus sur ton parcours ? Ouais, déjà, merci Christophe pour faire cette conférence. Je suis très content de la faire avec toi. Enchanté tout le monde. Ouais, mon parcours, c'est un parcours de passionné de retail, de marketing, qui a commencé en Europe avec Lolé il y a quelques années, environ une dizaine d'années. Puis je suis venu en Amérique du Nord pour vraiment développer la marque au niveau e-commerce et marketing. Que ce soit au Canada, États-Unis, puis par la suite en Europe aussi, retour en Europe. Puis quelques expériences aussi dans le luxe ces derniers temps. Et puis là, je repars sur un super projet avec la compagnie L'Accordé. C'est une compagnie qui a plus de 60 ans, mais en fait, on va la transformer complètement. Donc, j'ai rejoint l'équipe de direction. Ouais, tout à fait. Puis c'est le bon moment pour repenser à data et puis comment l'utiliser à court et à moyen terme. Génial, c'est vraiment beau de voir des fleurons québécois comme ça revoir et vouloir révolutionner, je dirais, leur stratégie, l'organisation. Donc, comme je vous disais, l'idée de cette conférence, c'est de vous lister un peu les contre-exemples, si je puis dire, de ce qu'il faut éviter ou sur lesquels il faudrait peut-être plus s'attarder lorsqu'on a un projet d'entreprendre, en tout cas, une transformation analytique d'une organisation. Donc, le premier... N'hésitez pas à poser déjà vos questions dans la plateforme, parce que je sais qu'il y a un petit délai, mais on y reviendra à la fin. C'est aussi l'avantage de ce genre d'événements virtuels. On peut directement envoyer ses questions, alors qu'avant on devait attendre la période de questions, et souvent on oubliait la question. Petit aparté sur Solutions BI, qui en est. Solutions BI, c'est une filiale du groupe Solutions BI, bien évidemment, créée en France, en Europe, il y a plus de 10 ans. Et nous sommes à Montréal depuis plus de 4 ans maintenant. On a déjà accompagné plus d'une trentaine de clients. Notre équipe a plus de 55 consultants, experts en analytique et finance, transformation financière. Et on est un peu situé partout dans le monde. 3 bureaux en Amérique du Nord, Montréal, Toronto, New York. Et enfin nos collègues de Dubaï, Paris et le Cambodge. Voilà, le premier point, rentrons dans le vif du sujet, c'est le manque de vision stratégique. Donc ça coule de source, on s'entend. Il faut une vision, comme dans toute organisation, une stratégie de pilotage, une stratégie financière, etc. Mais là, on va parler de stratégie analytique. Là, c'est la base, je dirais, le liant, en tout cas, d'un projet analytique, le fondement. Organisation, juste un petit exemple, c'est organisation, il y a organique dedans. Donc, c'est quelque chose qui est composé d'humains et géré par les humains, par les sens, par le sens commun, le bon sens, j'ai envie de dire. Il y a beaucoup d'intuition. Lorsqu'on dirige, en tout cas, une organisation, ça, on le sait en tant que société qui est donc, justement, des organisations de consultation. Donc, c'est pour ça que c'est pas très, je dirais, évident d'aller vers quelque chose qui n'est pas sexy. Donc, je l'ai mis en gros. Ici, la donnée n'est pas quelque chose de sexy à la base. C'est des 0, des 1, c'était quelque chose de
technologiques, scientifiques. Et souvent, on nous a sorti, écoutez, moi j'ai toujours bien piloté ma compagnie avec beaucoup d'intuition, ça a toujours marché dans le passé, etc. Donc c'est pas quelques rapports, etc. qui vont changer la donne. Mais détrompez-vous. Je pense que là, ça fait 3 ans que le salon de la transformation numérique existe, c'est pas pour rien. Vous sentez que les temps changent. La dernière élection présidentielle aux US nous a bien montré le pouvoir, en tout cas, de la data. Donc voilà. Donc quelques besoins que vous verrez lorsque vous allez essayer de bâtir en tout cas une vision analytique, une stratégie analytique. Ce sont donc les besoins data driven, data informed and data inspired. Data driven, c'est quelque chose de très basique. Les décisions vont être basées sur des données, sur des rapports factuels, des données que l'on récupère, d'accord? Donc en fait, je suis sur le que l'on récupère, c'est-à-dire qu'on a un CRM, on a un ERP, on a un site e-commerce ou une autre source de données éventuelle, marketing, pourquoi pas, et on va essayer d'en tirer des rapports, d'automatiser, en tout cas certains rapports. Donc on va être à ce stade, on va être une organisation data-driven. Ensuite, data informed, on va commencer, si vous voulez, à pouvoir interpréter la donnée. D'accord, on va essayer d'ajouter de nouvelles sources de données. On va commencer à faire du storytelling, on appelle ça, de la data literacy, à jouer avec la donnée, à commencer à faire des hypothèses, pourquoi pas, des what if, on appelle ça dans le jargon. Donc c'est quelque chose qu'on voit lorsque l'entreprise a déjà une certaine maturité. Et enfin, le data inspired, c'est quelque chose aussi, c'est un buzzword, hein, littéralement. Je dis buzzword, mais ce sont vraiment 3 buzzwords qui caractérisent un peu votre maturité analytique. Le data inspired amène bien sûr de la créativité. Vos employés vont eux-mêmes auront vraiment le pouvoir de créer et de fouiller la donnée et de créer leur propre rapport. Il y aura une vraie narration de données et le business model et les process sont profondément changés, modifiés justement grâce à ces données. Quelques éléments simples pour bâtir une vision analytique. Il nous faudra ça nous prendra des objectifs clairs. Il faudra se doter bien sûr de moyens suffisants, j'insiste dessus. Souvent, on va essayer de commencer, on va le voir plus tard dans d'autres exemples, on va essayer de commencer avec les moyens du bord, comme on dit, mais voilà, souvent on va s'emmêler les pieds, le projet sera très très lent à démarrer, va s'arrêter en cours de route parce qu'il y a une ressource qui sera partie, etc. Donc c'est pour ça que j'insiste sur doter de moyens suffisants, la capacité du serveur sera atteinte, la licence n'est plus adéquate, etc. Il faudra aussi s'évaluer en cours de route, donc c'est vraiment mettre en place un véritable comité de suivi avec éventuellement quelqu'un de l'externe en tout cas, pour vraiment avoir ce regard hors de la boîte qui va vraiment pouvoir vous permettre de mettre en place un comité de suivi solide, en tout cas qui tienne la route, et laisser la place à l'innovation et à la créativité. Pardon. Il y aura toujours quelques collègues ou quelques ressources de la boîte qui vont vous proposer certaines choses. Il faut également avoir une place à l'agilité, je dirais, dans notre organisation. C'est exactement là où ce point veut en venir. Laisser la place à l'innovation et à la créativité. Et enfin, pouvoir évaluer les bénéfices à attendre, le ROI, comme on appelle. Donc, ce sera un coût au début, on ne va pas se le cacher, mais on veut que ça devienne un centre de profit. Vraiment que l'analytique ne soit plus un pain point, comme on peut dire, mais vraiment un centre de profit. Donc ça, ce sont un peu les éléments, je dirais, qu'il faudra penser lorsque vous allez essayer de bâtir cette vision. Savoir convaincre, je fais référence à ce petit film que j'ai vu il n'y a pas très longtemps, après une conférence d'ailleurs, Les Affaires. On en parle beaucoup, c'est un film qui était tiré d'un best-seller au début des années 2000, qui racontait justement à la fin des années 90 le changement profond de l'industrie du sport, justement grâce à la donnée. On parle ici d'un gars qui voulait vraiment monter une équipe de baseball, la mettre en ligue majeure avec peu de moyens, très peu de moyens financiers, et qui a vraiment réussi grâce à la mise en place de moyens et d'objectifs clairs, qui a réussi vraiment à son objectif qui était très clair, c'était je veux mon équipe en ligue majeure et qu'elle gagne. Voilà. Donc ça a dû passer par des coupes de joueurs,
nouveaux recrutements, etc. Donc c'est juste, voilà, pour votre information, ce film, moi je pense, est à regarder vraiment lorsqu'on gère une organisation, qu'on est gestionnaire d'intelligence d'affaires, en tout cas dans une entreprise, ou responsable en tout cas du projet analytique. Paul, est-ce que tu as quelque chose à rajouter peut-être sur la vision justement analytique? Non, je pense que ton exemple il est bon. Puis moi, je serais plus sur la partie opérationnelle d'entreprise, mais Moneyball, pour moi, c'est un excellent exemple de comment changer une industrie en ayant notre regard, utiliser les bons leviers. La data a fait que ce petit club est devenu a créé la surprise. Et après, ce modèle de ce petit club a été repris par l'ensemble des clubs. Aujourd'hui, pour rester dans le sport, on voit que la data dans le sport a complètement explosé. Donc, c'est super intéressant de voir quand il y a des succès, même si on n'a pas même si on n'est pas un Microsoft ou peu importe une multinationale, on peut réussir à avoir des gros impacts juste en visualisant mieux sa donnée et puis en amenant les bonnes ressources. Ouais, tout à fait. Merci, Paul. Ensuite, deuxième point, être pris dans la peur du changement. Alors pareil, vu comme ça, je vous mets quelques sentences, quelques phrases que j'ai un peu sélectionnées. Sans vision claire, on ne perd pas de risque, on ne prend pas de risque, pardon. C'est ce que je vous disais dans l'exemple précédent. C'est vraiment la vision et le lien. Donc la base, je dirais, donc sans vision claire, pas de risque. Et le seul véritable échec est de ne pas essayer. Celle-là, elle est pas mal. C'est dit comme ça peut paraître facile, un peu trop facile d'ailleurs. C'est vrai que ça peut plus s'appliquer d'ailleurs à soi-même lorsqu'on a peur peut-être de relever certains échecs. De se remettre au sport, de changer des choses vraiment importantes et fondamentales dans notre vie, mais sans vision claire, j'insiste sur cette phrase, où sans vision claire, on ne prend pas de risque. C'est un peu le serpent qui se mord la queue, c'est un peu le cercle vicieux. Sans cette première étape de vision claire, où on veut aller ensemble, où est-ce que je veux emmener l'entreprise, il n'y aura pas de prise de risque, justement. Et c'est pourquoi vous allez avoir souvent les questions des dirigeants. Pourquoi révolutionner? Ça fonctionne déjà très bien comme ça. On peut être pris dans le risque de l'autosatisfaction, l'autosuffisance. On est très bien comme ça déjà. Ça fait 20 ans que tel collègue fait ses rapports sur Excel. Ça fonctionne. On n'a pas besoin. Mais ce qui est dommage dans ce bourbier d'autosuffisance, c'est qu'on ne va pas pouvoir rester concurrentiel, en tout cas, plus, surtout dans l'ère du temps où la donnée est partout, littéralement. Donc voilà, donc sans vision, cette prise de risque peut être brisée. Paul, est-ce que tu as un petit exemple sur justement ce petit côté où... Oui, non, je pense qu'on doit tous prendre des risques dans les entreprises actuellement, puis on est en plein dans ça. On peut mesurer ces risques. Aujourd'hui, le BI, l'analytics, va nous donner une certaine tendance à l'interne de l'entreprise sur l'évolution des ventes, des comportements clients. Après, on peut faire le lien avec l'évolution du marché, qu'est-ce qui se passe dans son industrie, tout ça. Je pense que quand on a les deux, on est plus à même de prendre un risque. On s'entend que le risque de départ, c'est si on doit vendre dans un autre pays ou pas, au truc. Cette analyse interne et externe permet vraiment de diminuer ce risque et il est donc plus facile pour la direction et chargée de projet de vraiment mettre en place un changement au sein de l'entreprise. Évidemment, il y a d'autres impacts à ça, mais au moins on diminue le risque à la base et on est plus flexible et on fait les changements qu'il faut quand il faut. C'est exactement. Donc, c'est ça, n'hésitez pas à peut-être enclencher une étude de marché, une étude à l'interne aussi, hein, souvent. Hein, Paul, littéralement, plein de fois où il avait un projet en tête, il a fait appel à nous pour justement, c'est peut-être une cotation ou quelque chose on va essayer de lui donner peut-être une vision ou un goal atteignable, en tout cas, un objectif atteignable. Donc, c'est ça. Je dirais, en tout cas, pour ce point. Troisième point, donc se baser sur l'ego gestionnaire. Donc ce mot n'existe pas, l'ego gestionnaire. J'ai pas mis de tiret, mais je pense qu'il est assez parlant. L'ego gestionnaire, voilà, c'est quelqu'un. Bien sûr, distinguer le bon ego du mauvais ego. Il y a pas, je dirais, il y a pas de défi relevé sans ego. Il n'y a pas de challenge relevé. Il n'y a pas d'aspiration au succès sans ego. Hein, ça c'est le bon ego. Mais ne pas justement se fier justement à cet ego qui sera peut-être plus personnel. Dans certains cas, on l'a déjà rencontré où la personne,
cette personne va être un peu carriériste, un peu je veux amener mon entreprise là parce que ça va me faire plaisir, parce que pour ma carrière c'est très bon aussi, parce que c'est ma tâche aussi très simplement, plutôt, et puis y aller vraiment en enfonçant des murs et puis en enfonçant des portes au lieu d'adopter peut-être une stratégie peut-être plus conciliante et un peu plus organique, justement, puisque je vous rappelle qu'on est dans un milieu organique, dans une organisation, donc c'est difficile de penser chiffres et objectifs express. Paul, je pense que tu as quelque chose aussi à dire peut-être dessus, sur l'ego gestionnaire, justement. Ouais, bah, je pense, oui, ben, l'ego, je pense, de manière générale, l'ego dans une entreprise, on va parler du mauvais ego, est assez destructeur, je trouve. De par mes expériences, on prend pas mal de décisions sur l'ego d'un dirigeant ou gestionnaire de projet encore. L'humain dans le changement dans la transformation numérique est un composant qui est très très important. C'est difficile de faire que tout le monde embarque dans votre projet. Donc ça, pour moi, c'est je l'ai vécu dans mes expériences, et c'est l'humain et l'ego est vraiment assez destructeur en termes de transformation. On verra dans un prochain point. Comment on choisit vraiment les gens qui vont inculquer cette transformation dans l'entreprise. Exactement. Exactement. Donc, autre point, donc ne pas avoir les bons acteurs autour de la table. J'insiste sur le autour de la table. Je pense que lorsque vous allez essayer de partir en projet, souvent ce qu'on remarque, c'est que bien sûr vous n'allez pas vous entourer d'une adjointe administrative ou de quelqu'un qui n'a pas du tout les compétences en data ou un peu ce côté peut-être scientifique, à l'aise avec les nombres, on s'entend, ça fait du sens, mais souvent les décideurs, les hauts gestionnaires ne vont pas être autour de la table. J'insiste sur ce fait parce que souvent on a eu affaire à répondre à des demandes de clients qui souhaitent partir en projet, etc. Mais ce projet est dans un département où, à leur bureau, on va commencer peut-être l'analyse, commencer à établir une feuille de route, peut-être une estimée, peut-être du projet à court terme, etc., des échéanciers. Et puis dès lors que ça arrive sur le gestionnaire, bon, il y a cette étape de validation de budget. Souvent, n'étant pas autour de la table, vous aurez un petit budget surplus, un petit budget. Bon, bah, il nous reste ça, vas-y, par ton projet sur le côté. Quand il sera fini, comme ça, bon, il va arrêter de nous les. Voilà. Mais si vous voulez, ce changement, si vous voulez, même si initié par le bas, il doit être quand même l'idée par le haut. D'accord. Chaque organisation, organique quelle qu'elle soit, doit avoir un leader et qui se trouve parmi les hauts gestionnaires en tout cas, et pas par le bas. Parce que clairement, il va s'épuiser, cette personne qui est en bas de l'échelle, essaye de pousser, de changer les choses et de briser les habitudes, je dirais. Donc c'est ça, donc les hauts dirigeants auront de la crainte, etc. Quand bien même vous avez l'aval du CFO, l'aval du CEO, etc., vous allez avoir vraiment de la misère s'ils ne font pas partie intégrante du comité de suivi, vraiment cette table de décision, d'avancement du projet. Paul, si tu as peut-être un léger point dessus. Ouais, j'ai un bon point dessus. Non, mais je pense, si on reprend un peu l'univers du sport, ceux qui gagnent, c'est ceux qui arrivent à mettre les meilleures personnes autour de la table. Pour qu'un projet réussisse, c'est sûr qu'il nous faut des leaders. Des leaders au sein de l'entreprise. C'est pas forcément juste la position. C'est pas parce que tu es VP, CEO, peu importe, directeur, etc. Mais tu veux avoir vraiment une personne clé qui, dans chaque département, en fonction de ton projet, qui a la volonté de faire des changements, qui a la volonté de montrer aux autres comment on va faire les changements, qu'est-ce que ça va apporter, etc., etc. Donc c'est pour ça que les gens qui sont autour de la table, ils doivent être des influenceurs au sein de l'entreprise. Comme en marketing. Ça me parle, ça. c'est moins sexy, hein, mais non, ouais, c'est des influenceurs. Ces influenceurs, c'est des leaders d'opinion au sein de l'entreprise. Donc c'est pour ça que c'est super important de vraiment bien choisir son équipe,
Après, évidemment, pour gagner, il faut se mettre dans les meilleures conditions, choisir les bons départements, choisir les bons projets à la base pour démontrer par la suite vraiment une super amélioration en termes de résultats, en termes de gain de temps, etc., etc. Donc, une fois qu'on a fait ça, on a un élément de base pour continuer sa transformation. Ouais, je suis complètement d'accord. Tout changement durable doit venir d'en haut. C'est exactement, je finirai sur cette phrase. C'est vrai que souvent, hein, comme je vous dis, c'est très très bon, c'est louable d'ailleurs, quelqu'un qui se bat pour amener, pour accélérer la business, pour vraiment apporter cette plus-value, cette valeur ajoutée, mais vraiment essayer d'avoir votre influenceur là-haut qui va vous, je dirais, vous épauler et permettre que le projet ne s'arrête pas en cours de route, par exemple. Cinquième point, c'est essayer à l'interne à tout prix. Alors vous vous dites super, mais il est chez Solutions BI, une société de consultation, donc il nous demande de faire appel à eux. Alors forcément une société de consultation. Nous pensons, et puis on l'a vu plein de fois, des entreprises où on a des appels, ils ont essayé à l'interne, ils ont brûlé plein de cartes, ils ont brûlé plein de temps, de budget, ils se sont aussi brûlés les ailes, les modèles de données, les entrepôts sont mal faits ou incomplets ou sont pas optimisés. Et là, il faut tout reprendre. On a eu l'exemple plein de fois, notamment avec Paul ou même d'autres projets qu'on a fait, et ça arrive assez fréquemment où je suis, comme je vous dis, c'est clair qu'il faut commencer à l'interne, mais peut-être commencer par des petites actions, commencer à faire l'inventaire de votre infrastructure, des ressources également. Donc on veut s'essayer à l'interne, on n'a pas forcément les bonnes ressources, pas bien formé, mais on va lui dire, bah, vas-y sur le côté, est-ce que tu peux commencer à faire peut-être un entrepôt, à faire un rapport. Paul, je pense que tu as clairement vécu ça de mémoire. Oui, ben évidemment, ça on le vit tous. Puis on veut donner de la vitesse au business, je pense, surtout en ce moment. Donc c'est sûr que dans certaines entreprises, on n'a pas une expertise, on sait un peu tout faire, mais on va jamais jusqu'à 100% du projet ou 100% de la plateforme, etc. C'est sûr que d'avoir une aide externe, une expertise externe qui va nous donner une bonne pratique pour la continuité, quitte à faire tout à l'interne après, pour moi, c'est super important et ça nous permet de nous remettre un peu sur les bons rails. Donc, moi, j'ai toujours fait appel à l'externe quand j'avais pas l'expertise à l'interne. C'est ça. Et puis de mémoire aussi, souvent, je sais que tu as eu par exemple une ressource qui était partie, donc il y a eu, il y a eu une transition, un transfert un peu compliqué, je dirais, de Ouais, tout ce qu'il avait fait pendant la dernière année. Donc il y a tout ça un peu qu'il faut ouais, penser. Puis c'est n'hésitez pas, exact. lorsque vous faites appel à l'externe, pensez petite feuille de route à l'externe. Vous allez avoir votre petit goal atteignable très rapidement. Pensez sprint aussi. Vous faites petit sprint par petit sprint, agilité. Et l'externe va vous amener justement peut-être cette feuille de route à haut niveau, puis ensuite le premier objectif à atteindre pour vraiment bâtir quelque chose, de partir sur des bases assez très solides, justement. Voir l'analytique comme un Christophe, coup. attends 2 secondes, il nous reste 8 minutes. Je sais pas si on a reçu des questions là. Je veux juste te dire que On va ouais, voir à la devoir aller plus fin. vite sur les dernières. Ouais, mais c'est ça. Voir l'analytique comme un coup, ça, je pense que c'est, je dirais, assez classique. Et souvent, ce qui va permettre de casser peut-être cet a priori ou cette idée reçue, c'est le fameux POC, le Proof of Concept. C'est une preuve de concept, un premier livrable qui sera mis en production et qui va vous permettre de voir peut-être la première valeur ajoutée de tableau de bord analytique, en tout cas, même si l'adoption n'est pas encore faite, même si, vous voyez, vous n'avez pas encore l'aval de tout le monde, mais en tout cas, ce sera le premier pas. Donc, pensez POC, pensez un premier POC, un premier livrable, en tout cas, qui pourra être mis en production et va vous permettre justement de faire ça. Et pensez surtout continuité, durabilité. Donc, si vous faites appel à l'externe ou même pour vous, alors, insérer ou intégrer dans vos estimés des formations, des transferts de compétences. C'est exactement ce qu'on a fait aussi avec Paul, où très simplement, on voudra garder cette compétence à l'interne et pas à l'externe. Donc, on va insérer un transfert de compétences également dans ça. Ne pas s'engager à prouver de la valeur rapidement. Je vous en parlais justement. On veut prouver de la valeur. Les hauts dirigeants vont vous attendre, ce qui est normal. Ils dirigent quand même une organisation, des gens
une activité, c'est pas que des chiffres, mine de rien, mais ils veulent voir si cette nouvelle chose, en tout cas, analytique, data, apporte en tout cas, beaucoup à leur entreprise. Donc c'est ça, prouver la valeur rapidement avec un premier livrable dès le début du projet. Je vous parlais justement juste précédemment du premier POC qui sera mis en production et très, très rapidement, vous pourrez surpasser les éventuelles craintes, peurs, appréhensions, etc. Les freins courants, comme je disais, donc un POC qui ne va pas répondre aux besoins ou un POC qui va répondre souvent aux besoins juste du moment. Donc ça va entraîner une frustration, une déception. Manque de compétences techniques aussi à l'interne. On n'est pas capable de livrer le mois prochain parce que Simon est parti, etc. ou un tel, etc. Donc anticiper ça aussi, le départ d'une ressource clé, on en parlait tout à l'heure, et le manque de temps, parce que le projet est considéré comme optionnel, comme bonus. Il n'est pas intégré aux objectifs des collaborateurs, justement. Bâcler sa préparation, ça coule de source aussi, ça fait complètement sens. Ne pas chercher ce que fait la techno, mais se demander ce qu'on veut faire avec la techno. Souvent, lorsqu'on arrive, les entreprises ont déjà une certaine infrastructure, architecture, et j'avoue que c'est compliqué de proposer en tout cas une autre techno ou un changement, etc. Là, j'ai mis cette phrase expressément justement pour pas rester pris dans ce il y a un tel qui a déjà utilisé Tableau, on peut peut-être aller avec Tableau. N'allez pas un peu avec cette facilité de j'ai un tel qui, à l'interne, qui a déjà fait un peu de tableau, on veut le tableau. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ça. C'est pour ça qu'on a mis un peu ce point-là, pour éviter justement ce carcan, ce problème, ce trouble, et se retrouver ensuite avec une techno qui ne fait pas l'affaire quelques temps plus tard. Et aussi, attention à ne pas surévaluer sa maturité analytique. On va en parler juste après, la maturité analytique. Attendre d'embarquer toute la compagnie. Commencer par s'entourer de pairs, créer l'émulation à l'interne, bâtir une petite équipe non fictive, donc c'est vraiment une petite comité de suivi analytique. Prenez peut-être un métier qui va être où il y a le plus d'irritants, je dirais, d'accord? Vous allez rencontrer le plus de problèmes, le plus d'irritabilité, justement, où ça va créer l'adoption et l'émulation. Sonder également les autres besoins et se faire accompagner et demander une validation à l'externe, coach, compagnie de consultation, etc. Et enfin, partir le projet trop tôt. Je vais vous parler de maturité analytique. Donc, vous avez un petit sondage juste à droite de votre écran. Donc, n'hésitez pas à peut-être nous dire à quelle étape de maturité, en tout cas analytique, se situe votre entreprise. Première étape, vous manipulez les données de façon très manuelle, c'est beaucoup d'Excel, beaucoup de rapports PPT statiques, un peu partout, en JT sur SharePoint, etc. On n'est pas toujours d'accord sur les règles de gestion, sur les règles de traitement de la donnée, etc. Bon, les chiffres ne concordent pas tout le temps. Bon, vous êtes à cette étape-là. Étape 1. Étape 2, on a un peu le principe d'étranglement par les rapports, c'est-à-dire qu'on a une équipe de projet qui fait des rapports on the side, donc ça c'est cool, mais on va avoir un ou X personnes qui vont être désignées à faire les rapports, donc ils ont toute cette pression sur la création de rapports. Il y aura une explosion de coûts parce qu'ils devront être formés, de coûts d'infrastructure, les données, le stockage augmente. Les données sont parfois non pertinentes, pas forcément validées. Les sources de données commencent à être multiples, incohérentes, on se perd un peu. Vous êtes à cette étape 2. Et normalement, bingo, si vous êtes là, vous pouvez, en tout cas, vous êtes prêt, assez mature pour commencer un projet analytique. Troisième étape, les données commencent à raconter une histoire, les rapports sont facilement consultables, les données sont guidées par les TI et plus par chaque secteur d'affaires. L'étape 4, l'émergence de l'intelligence, donc comment on commence à intégrer donc de l'AI, etc. Et enfin, l'étape 5, l'organisation est complètement transformée. Désolé pour le temps. Du coup, on a quelques éléments clés pour être une entreprise analytique. Vous pouvez prendre un screenshot peut-être de cet écran. C'est vraiment les éléments clés, si vous voulez, qui valident en fait une entreprise analytique. Là, vous allez avoir un bon choix de technologie, une visualisation
clair de l'architecture, une vision claire, des méthodes de livraison, comment vos utilisateurs consultent les rapports, est-ce que c'est une solution, est-ce que c'est de façon collaborative ou non. On va également pouvoir identifier des objectifs atteignables, j'insiste sur le atteignable, pensez Scrum, pensez Sprint justement. Vous allez avoir créé vraiment une véritable équipe, une vraie équipe analytique, c'est au moins 10 personnes. Un data steward, quelqu'un qui va gérer les utilisateurs et les consommateurs de données. Il y a le data architecte. Il y a vraiment beaucoup de profils. Mais je vous dis ça, c'est vraiment les éléments globaux là, qui assurent une bonne, qu'une entreprise est vraiment, je dirais, analytique, data-driven, si on peut dire au moins. Donc voilà, vous allez livrer de la valeur, votre analytique sera plus un centre de coût, mais un centre de profit. Vous allez avoir un modèle de gouvernance de données, etc. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir peut-être sur notre stand, tout simplement. On a également, on sera dispo sur la salle virtuelle ou sur le stand. Je ne sais pas s'il y a des questions, mais en tout cas, je vous souhaite un bon salon et à bientôt sur notre stand. On espère. Je ne sais pas, 5, 4, 3, 2. Merci Paul en tout cas pour ta présence. Merci tout le monde. Ciao, ciao. Bon salon à tous.